Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va traiter de la version 3.1.0 de Blender. Nouvelle version sortie il y a quelques jours déjà. Je suis un petit peu en retard comparé à d'habitude, mais on va passer en revue le patch note avec les fonctionnalités principales, du moins celles que je juge plus intéressantes de vous présenter. Vous allez voir que cette version, il n'y a pas de grosses fonctionnalités, de grosses nouveautés. C'est beaucoup du patch, beaucoup des améliorations en termes de performance, mais ça vaut quand même le détour. Donc comme d'habitude, le splash screen qui est magnifique, vous pouvez télécharger la scène qui a été utilisée directement sur le site de Blender. Et en parlant du site de Blender, hop là, on va y aller pour voir en détail le patch note. Le lien sera dans la description comme d'habitude et on commence tout de suite. Alors, Pedal to the Metal, alors ça c'est quoi? C'est tout simplement une optimisation qui va faire plaisir à tous les utilisateurs de machines Apple. Donc ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous parce qu'il y a beaucoup de questions à chaque fois de personnes qui avaient des soucis de compatibilité et surtout de performance. Là vous allez être content parce qu'il y a eu une amélioration de performance avec les puces M1. Donc M1 c'est quoi? C'est une technologie qui a été présentée déjà il y a pas mal de temps par Apple et qui a été développée et mise en place dans leur nouvelle machine qui possède une partie CPU et une partie GPU pour faire très simple. Et là il y a eu des améliorations pour le calcul en utilisant la partie GPU de la puce M1. D'une manière globale, je vous dis toujours, quand vous faites un rendu avec Cycles, si vous avez une bonne carte graphique, ça ira toujours plus vite. Il y a quelques contraintes entre le CPU et le GPU. Donc le GPU, vous êtes limité, bridé par la VRAM, donc la RAM qui est associée à votre carte graphique. Mais pour des personnes comme vous et moi qui possèdent des ordinateurs, on va dire pour le grand public, les rendus GPU vont globalement être tout le temps plus rapides. Sauf si vous avez des CPU avec 32 cœurs, des threads de partout. Là, ça vaut le détour de s'intéresser au CPU, mais la plupart du temps, avec Cycles, c'est le GPU qui va être le plus rapide en termes de calcul. Et là, il y a des améliorations du coup pour les puces M1. Vous voyez la différence entre un rendu CPU et un rendu GPU. Alors là, c'est pas un temps de calcul, hein. Higher value is better, c'est-à-dire que c'est le nombre de samples que peut calculer par minute les Apple M1 processeurs, ok? Au maximum. Donc, on a beaucoup plus de calculs possibles avec la partie GPU, qu'ils ont appelé Metal, comparé à la partie CPU qui est un petit peu bridée. Donc, si vous survolez, vous voyez, on voit vraiment la valeur. Donc, on passe de, on va dire, 100 samples, on arrondit, à 360. Vous voyez? 3,6 fois plus de possibilités de calcul en passant par le GPU. Donc ça, c'est des améliorations qui sont uniquement pour les utilisateurs de machines Apple. Donc en ce qui concerne Windows, ça fait déjà un petit moment que c'est relativement stable, donc il n'y a pas d'optimisation à se faire à ce niveau-là. Même si chaque version, c'est vrai qu'on gagne un petit peu en termes de pourcentage de calcul, les temps se réduisent petit à petit. Ce qui est difficile en fait, c'est que quand vous passez d'Apple à Linux à Windows, vous avez beaucoup de différences en termes d'architecture, qu'elle soit matérielle ou logicielle, et du coup c'est quasiment impossible d'avoir un truc avec exactement les mêmes performances en passant d'un OS à l'autre. Mais ce qui est bien, c'est que les développeurs de Blender, petit à petit, ils arrivent à rendre déjà les choses de plus en plus compatibles, quel que soit votre système d'exploitation, et surtout de plus en plus performants. Donc avant, il y avait beaucoup de différences entre les utilisateurs Apple et Windows. Sur Windows, c'était beaucoup plus rapide, c'était beaucoup plus performant. On espère que petit à petit, pour les utilisateurs Apple, cette marche va se réduire et un jour peut-être qu'on aura les mêmes performances sur tous les OS, ce serait idéal. Donc voilà, ça c'était pour les utilisateurs Apple. Ensuite, Make a Point. Donc ils ont fait un nouveau type d'objet, le Point Cloud, donc nuage de points, qui peut directement être rendu avec le moteur Cycles pour faire par exemple du sable, pour faire des éclaboussures d'eau, pour faire des particules ou même d'une manière générale du motion graphique. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus efficace, ça se rend beaucoup plus rapidement, il y a plein de modifications qui ont été amenées à ce niveau-là, des compatibilités bien évidemment avec le Geometry Node, donc ça c'est vraiment le point sur lequel insiste Blender depuis pas mal de versions maintenant. Donc vous allez voir que même par la suite, il y a pas mal de choses sur ça. Donc voilà, c'est une sorte de nouveau type d'objet, donc le nuage de points. Du moins, alors il y avait des choses qui existaient déjà sur ça, mais là, c'est quelque chose qui a été mis en avant, qui a été amélioré. Donc voilà, vous pourrez jeter un coup d'œil. À chaque fois, donc ça c'est un petit tip, ça pour ceux qui sont sur le site de Blender, vous pouvez cliquer sur Read More et vous avez des informations. Donc là, vous voyez que c'est les informations d'une node dans le Geometry Node directement, avec tous les paramétrages. Ça, c'est le manuel de Blender. Je commence avec ça. Donc, n'hésitez pas, si vous lisez tout le manuel de Blender, déjà, vous aurez des connaissances solides sur le logiciel. Et n'hésitez pas de vous y référer. Si vous avez une question sur une fonctionnalité précise, shootez ça sur Google. Vous trouvez le lien qui amène sur le manuel de Blender et vous aurez directement les résultats que vous voulez. Donc voilà, la gestion des nuages de points qui peut être pas mal.
Ensuite, more cycles. Donc, amélioration du ray tracing. Donc là, il y a plein de nouveautés. Je ne vais pas tout vous lire. Par exemple, un nouveau denoising, un optics temporal. Donc, je ne sais pas si c'est une amélioration de l'ancien optics, donc de denoise qui existait déjà, ou si c'est encore une nouvelle version. Donc, vous pouvez voir un petit peu, même si all cycles changes, là, vous avez toutes les modifications sur cycles. Vous voyez, pareil, il reparle encore des M1 avec l'Apple Metal. Le ray tracing, le point cloud, vous voyez, pour faire par exemple du sable. Donc ça va être vraiment super intéressant. Avant, on était obligé de passer par des systèmes de particules qui étaient assez lourds. Donc, à voir comment ça se comporte. Je ferai certainement une vidéo là-dessus. Vous voyez, ça va générer des points sur des géométries avec Geometry Nodes. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Et là, vous avez à chaque fois des illustrations qui sont vraiment cool et qui vous montrent le potentiel des technologies proposées par Blender. Build Anything. Alors ça, c'est une amélioration encore qui a été amenée avec la nouvelle version de Blender, notamment en ce qui concerne Geometry Nodes. Donc vous voyez, il y a 19 nouvelles nodes, donc des nodes pour la modélisation 3D, pour accéder à la timeline, pour accéder à des paramètres avancés sur les champs, des améliorations de performance, donc ça à chaque fois on le voit. Il y a toujours des améliorations de performance à chaque fois qu'une version sort. Ce qu'ils disent pas, c'est que des fois, ils cassent des choses qui fonctionnaient très bien dans les versions d'avant, mais ça, c'est normal. C'est pour ça que je vous conseille toujours de télécharger les versions stables. Là, alors je vous parle, là, certainement une alpha, une bêta des versions prochaines qui existaient déjà, mais il y a des choses qui ne sont pas ultra stables, et je vous déconseille de faire des gros projets dessus. Des fois, vous pouvez faire des choses et perdre, entre guillemets, des modifications que vous avez effectuées sur vos fichiers, alors que la dernière version, elle est relativement stable. À chaque fois, il y a des améliorations de performance. Ok. Drag, drop and search. Alors ça, c'est quelque chose qui a été rajouté qui est vraiment pas mal. Maintenant, en faisant un drag and drop à l'entrée ou à la sortie d'un node, vous avez automatiquement quelque chose qui vous propose ce que vous pouvez connecter en fonction du type d'entrée ou de sortie. Je m'explique. Si par exemple vous êtes ici dans le sample curve en sortie, vous faut un vecteur, donc automatiquement ça va vous proposer des choses assignées à un vecteur qui peut être connecté directement sur un node. Alors qu'avant, chose qui n'était pas pratique, quand vous recherchiez quelque chose, ben, lui, il ne pouvait pas savoir sur quel objet vous allez le connecter, du coup, il vous proposait tout. Il vous proposait tout et vous vous retrouviez des fois avec une node que vous ne pouvez pas connecter là où vous souhaitez. Là, c'est beaucoup plus pratique. Imaginons que vous voulez connecter quelque chose qui rentre dans le vecteur en bas, vous faites un drag and drop et ça va vous rajouter automatiquement avec une petite liste de recherche uniquement les choses que vous pouvez connecter. Donc, c'est une sorte de proposition en fonction de ce que vous avez sélectionné en amont. Donc, ce qui est bien, c'est ceci. Hop là, c'est que c'est disponible pour le Geometry Node, pour le Shader Editor et pour le Compositor. Donc Geometry Node, vous connaissez, Shader Editor, c'est pour faire les matériaux, et le Compositor Node, c'est pour faire du compositing. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Des modifications sur les attributs des instances pour avoir vraiment une sorte de domaine local par instance. Donc ça, vous pouvez télécharger le .blend file si vous voulez vous amuser avec ça. Plein de modifications. Alors ça, c'est pas mal. Est-ce que je peux l'ouvrir? Tac. Vous n'êtes pas censé ignorer l'asset browser qui est arrivé il y a peu de temps sur Blender, qui permet de gérer les assets. Donc qu'est-ce qu'un asset? Ça peut être un objet 3D, une texture, un matériau, plein de choses comme ça. Et bien maintenant, vous pouvez directement marquer en tant qu'asset des groupes de nodes. Parce que comment ça marche le système d'assets dans Blender? Vous sélectionnez par exemple un objet et vous le marquez, donc vous lui indiquez que cet objet-là c'est un asset. Et ça, vous pouvez le faire directement avec les groupes dans le Geometry Node. Donc une fois que vous avez fait votre Geometry Node, vous sélectionnez un groupe et vous lui dites ça c'est un asset et vous pouvez le réutiliser du coup sur d'autres Geometry Nodes. Vous avez maintenant accès, donc c'est ce qu'il y avait au-dessus, au time, donc le timing, tout ce qui est timeline et autres. Vous avez directement un overlay dans le Geometry Node et d'autres informations. Également possibilité maintenant de faire des extrusions de mèches directement dans le Geometry Node avec des paramétrages avancés. Donc pour modéliser une tablette de chocolat, vous voyez, petit à petit, l'utilisateur demande comment il a fait, donc c'est une subdivision d'une grille, une première extrusion, une autre insertion, un inset, une extrusion vers le bas. Donc c'est relativement pratique, vous voyez tout ça en temps réel. Vous pouvez faire des rescale d'éléments. Donc vous voyez, scale element qui est juste ici. Pareil, basé sur une sélection par exemple. Donc Geometry Node, il faut vraiment que je m'y penche pour vous faire des vidéos dessus parce que ça a l'air de plus en plus fou. Déjà que quand c'est sorti, on pouvait faire pas mal de choses. Là, c'est de mieux en mieux. Des modifications également sur le stretch map, donc pour pouvoir étirer des objets, pour pouvoir l'accumulate field, c'est pouvoir rajouter des informations avec des randoms, donc ça peut être pas mal. Et voilà.
Donc je passe un petit peu vite parce que c'est vraiment des choses qu'il faut tester. Donc je pense que je ferai, si j'ai le temps, des vidéos individuellement sur chacune de ces fonctionnalités. Et il y a toutes ces nouvelles nodes qui ont été rajoutées. Donc nouvelle primitive, Arc, vous pouvez maintenant faire un Merge by Distance. Ça c'était présent dans l'interface de Blender, mais c'était pas présent dans la géométrie node. Transformer une géométrie en instance. Faire un flip de face, si jamais vous avez des normales qui sont inversées. Faire des comparaisons, donc ça c'est un if supérieur. La taille des domaines. Le scene time, ça c'est pour faire des animations directement sur la géométrie node. On va pouvoir faire plein de choses. Le scene time, ça fait longtemps que je l'attendais parce que j'avais testé quelques trucs et il me manquait cette information là. Et maintenant, on peut faire par exemple des choses qui se construisent. C'est un petit peu ce qu'il y avait en haut. Et ça c'est basé un petit peu sur le temps. Donc cette valeur de temps qui est proposée dans Blender. Où vous pouvez faire construire directement un élément. Donc là c'est une maison. C'est quelque chose qui doit être assez complexe. J'aimerais bien voir toutes les nodes qu'il y a derrière. Mais là c'est du boulot. Not so fast donc. Pareil, là ce sont beaucoup d'optimisations, c'est ce que je vous avais dit. Si on regarde rapidement les chiffres, on réduit de 100% l'utilisation de la mémoire sur les gros fichiers, une amélioration de 20% dans la mémoire utilisée par Blender sur les nodes, optimisation pour le multithreading, donc ça c'est si vous avez des CPU multicœur avec multithread, plein de choses. Là vous voyez il y a beaucoup de chiffres parce que c'est que des optimisations. Cube mesh primitive, voilà, amélioration sur les primitives de cube, 75%, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le vertex creasing. Alors ça, c'est quoi? C'est la possibilité de rajouter des formes personnalisées sur différents angles de vos objets. Donc vous voyez, vous avez des choses un petit peu personnalisées qui sont assez sympas qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas exactement comment ça va se présenter directement dans Blender, si c'est basé sur un éditeur de courbes, si c'est vraiment des paramétrages présents directement dans le logiciel, mais c'est vraiment bien. On a ensuite le Copy Global Transform, donc ça peut être très pratique. Là vous voyez qu'on a un exemple sur une animation pour faire suivre le pot de peinture à une main. On va pouvoir directement aller sur la première keyframe, copier la position de la main, coller cette position dans la main du personnage. Forcément ça ne suit pas parce qu'on a une animation, mais si je colle au fur et à mesure sur toutes les keyframes les valeurs de notre pot de peinture, mais automatiquement ensuite quand je vais faire l'animation, vous voyez on a 3 keyframes, si je colle aux 3 moments, aux 3 keyframes avec la même interpolation, on a bien l'objet qui suit. Donc ça c'est pratique, c'est une sorte de align qu'on pourrait avoir dans 3ds Max et qui est vraiment bien, ça permet de copier toutes les transformations et de les coller sur un autre objet, chose qui n'était pas présente avant. Je vous précise que ça c'est un add-on mais qui est intégré, vous voyez c'est built-in, donc c'est-à-dire que par défaut il est présent dans Blender, vous savez juste l'activer. Transform add-on makes it possible to copy the world space transform of an active object bone and paste it into another object bone. Donc vous pouvez copier-coller les transformations basées sur l'environnement world, que ce soit sur un objet ou sur une armature bone, et le coller sur un autre objet. Donc ça va être également très pratique. Donc souvenez-vous, pour ceux qui étaient sur Twitch, où j'avais fait une animation avec un bras mécanique qui allait chercher un objet, j'avais un petit peu galéré, j'avais été obligé de passer par une contrainte. Avec ça aurait été beaucoup plus pratique. Le Grease Pencil avec la possibilité maintenant, quand on fait un fil, de dilater ou de contracter le fil. C'est-à-dire, c'est une sorte de push et pull. Vous avez soit une dilatation et ça va pousser vers l'extérieur, là où vous avez rempli la couleur, ça va pousser vers l'extérieur, ce remplissage-là. Et vous avez en opposition un contract qui va shrinker, donc qui va réduire vers l'intérieur ce fil. Donc c'est deux rendus totalement différents. Ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent le Grease Pencil. Il y a plein de possibilités sur le Grease Pencil avec Shrink Wrap, plein de nouveaux types de traits, etc. Ça, c'est trop bien. Le Subdivide and Conquer, ça, c'est une optimisation quand vous avez du Subdivision Surface. Ok, Subdivision Surface qui permet d'adoucir en rajoutant des faces. Vous voyez, par défaut, on a un Subdivision Surface, on fait un play, on était à 9 FPS, pardon, non, 9 frames per second sur la vue 3D. Vous voyez, 8. C'est pas top, hein. Et on active le GPU Subdivision, juste ici, et automatiquement, hop là, on est sur du 25 FPS. Donc ça, c'est vraiment top. En fait, Blender va tirer parti, ce qu'on appelle l'accélération matérielle, du GPU pour faire ces calculs-là plutôt qu'être basé sur le CPU. En fait, le CPU, c'est très fort pour faire plein de petits calculs divisés, et le GPU, c'est fort pour faire un gros calcul d'un coup. Et là, pour afficher quelque chose en subdivisant en temps réel, le GPU est meilleur. Et du coup, cette optimisation GPU, donc ça, les performances qu'il y a ici, ça va être basé vraiment sur votre configuration. Mais pareil, d'une manière globale, le GPU va être beaucoup plus rapide. Et on le voit ici à droite, c'est quand même hallucinant la différence. Donc si on est subdivisé à 0,
on a les mêmes chiffres. Donc ça, pas de souci. Subdivision en 1. Donc là déjà, on passe de 19 FPS à 3 FPS sur le CPU. Donc vous voyez la différence? 3 FPS CPU, 19 FPS GPU. Donc c'est plus que x8 quoi. C'est quand même hallucinant. x6 pardon, pas x8. 3 x 6, 18, donc on est un peu plus de 3 x 6. Donc pareil, là vous voyez, et plus en fait on va rajouter un level sur la subdivision, et plus la différence entre le CPU et le GPU va se creuser. Donc là c'est pas mal. En niveau 2, on passe de 1 frame par seconde, donc là c'est vraiment... le playback il sert à rien, qu'on peut quasiment pas lire le truc. On passe de 1 à 19. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ce GPU Subdivision, ça va être très intéressant pour ceux qui travaillent sur des scènes assez lourdes. En général, on préfère rester sur une subdivision très faible pour la vue 3D et augmenter un petit peu sur le rendu. Ce sera toujours le cas même avec l'optimisation. Mais on va se permettre des fois une subdivision de niveau 1, voire 2, là où à l'époque on essayait d'optimiser un petit peu plus des subdivisions. Donc ça c'est bien. Donc toujours un gain de performance pour ça. Et tant qu'on est dans la performance, pareil, ça fait un petit moment que Blender travaille sur les performances en termes d'ouverture de fichiers, de sauvegarde de fichiers. Mais là, maintenant, ils ont fait ça avec les exports d'Obj et FBX. Donc maintenant, quand vous travaillez sur du point Obj, vous avez directement une optimisation qui a été effectuée au moment où vous exportez vos fichiers. Donc vous voyez, le temps nécessaire pour exporter un point OBJ, donc point OBJ pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format 3D qui est très connu, très utilisé, tout comme le FBX. Donc là, c'est assez hallucinant, on passe de 132 secondes dans l'ancienne version de Blender à 14 secondes. Donc, vous voyez la différence. Ça, c'est pour un fichier qui est considéré comme lourd. Pour un fichier un petit peu plus petit, on passe de 12 secondes à 0,9 secondes. Donc la différence, du coup, est moins flagrante, mais en termes de pourcentage, le ratio est également très impressionnant. Ok. Donc pareil pour le FBX. C'est un autre format 3D qui a pour avantage d'exporter des informations que ne possède pas le point Obj, notamment les matériaux qui dans le point Obj vont être dans un fichier à part. Bon, il y a plein d'avantages et inconvénients d'utiliser soit un format de fichier soit l'autre. Si vous voulez, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une vidéo. Mais pareil, il a une optimisation qui est assez hallucinante. On passe de 1200 secondes à 20 secondes. Donc vous voyez, le ratio, c'est quand même fou. Tant qu'on est de l'optimisation, la possibilité de lire des images d'une très haute résolution. Là, on est à 53 000 par 53 000. Vous imaginez une image en 52K et en temps réel, Blender arrive à l'afficher et à circuler, à zoomer, à dézoomer. Donc c'est assez hallucinant. À l'époque, quand on avait des choses comme ça ramait. Donc ça, c'est très bien parce que quand je fais des vidéos, des fois, j'ai des textures assez lourdes en plus. C'est le processus d'encodage vidéo est assez intense sur le GPU et des fois, ça ramait un petit peu quand j'avais des textures. Quand je zoomais et tout, même si je voulais peindre en temps réel, je pense que ça va être amélioré du coup quand on va faire du texture painting. Si vous avez des textures en haute résolution, en théorie, ça devrait être beaucoup plus rapide. Voilà, et une fois de plus, plein d'améliorations. Benchmark Kit. Alors, Blender 3.1 est rapide, hein? Alors dites-nous s'il est vraiment si rapide sur votre ordinateur. Vous pouvez faire des benchmarks, c'est-à-dire faire tourner une sorte d'outil ou Blender directement sur votre ordinateur et envoyer les informations, du moins récupérer ces informations pour savoir un petit peu si les développeurs de Blender ont fait du bon boulot. Mais d'une manière générale, les optimisations ont l'air assez intéressantes. Donc les modifications principales, hein, c'est l'optimisation pour les utilisateurs Apple qui possèdent un M1, le Make a Point avec ce nouveau système de nuages de points qu'on va pouvoir manipuler, donc des améliorations toujours avec Cycles, donc ça c'est globalement à chaque fois des améliorations de performance, la précision sur le ray tracing, plein de choses, un nouveau denoise, ou du moins une amélioration de l'ancien, des modifications également sur le node editor avec toujours des nouvelles nodes. Je pense que là, pendant quelques années, à chaque fois qu'il va y avoir des mises à jour de Blender, on va avoir des nodes supplémentaires. Ils essaient de concurrencer Houdini. Bon, c'est pas encore le cas avec le Geometry Nodes, mais quand même, on peut faire des choses vraiment intéressantes, donc c'est vraiment cool. Modification du creasing personnalisé pour... alors, vous voyez, j'ai même pas lu la description. C'est maintenant possible de marquer individuellement des points comme Sharp, comme un brut, pour créer des formes intéressantes de manière beaucoup plus efficace. Voilà, ça supporte également l'OpenSubdiv de Pixar pour la modélisation, le rendu, l'alambic et l'USD, import-export. Donc ce format-là, c'est l'avenir. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo parce que c'est vraiment cool. Et c'est compatible avec Blender depuis déjà pas mal de temps, l'USD.
Possibilité de copier-coller maintenant les transformations world d'un objet à l'autre ou d'un bon à l'autre, donc ça c'est trop cool. Des modifications sur le fill, donc le remplissage de Grace Pencil, soit en dilatation, soit en contraction pour avoir une sorte d'intérieur ou extérieur, en poussant ou au contraire en réduisant l'étalement de ceci. L'optimisation GPU pour le Subdivision Surface, ça également très intéressant. L'optimisation en export, que ce soit en .obj ou .fbx, avec des temps qui sont quand même assez hallucinants en termes d'optimisation. Pareil, afficher des textures en très grande qualité, 52K vous imaginez. Il fait même à la fin de la vidéo un repeat et vous voyez que c'est ultra optimisé, donc ça c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à tester cette nouvelle version qui est totalement gratuite. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds, notamment sur le Discord. Il y a pas mal de personnes qui sont actives là-dessus. Le lien est dans la description. On va tester tout ça un petit peu également sur Twitch. Donc le lien pareil dans la description, ou alors vous l'avez juste ici, où je fais des directs de 3D, de gaming, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et on va tester, je pense, un petit peu, notamment ça là. Ça m'intrigue. Ce nouveau, le Point Cloud Object. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que je ne suis pas allé trop vite. Cette vidéo c'est surtout pour ceux qui ont la flemme de tout lire. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Ouais, Dasmore là, il nous parle encore de plein de choses en plus. Pour l'USD justement, pour le GLTF qui est beaucoup utilisé sur le web. OpenEXR qui est un encapsuleur notamment pour les AOV quand on fait des rendus. Ouais, il y a plein de choses, on ne peut pas parler de tout. Donc déjà Blender présente les principales nouveautés ici, et moi j'ai fait une autre passe par-dessus, donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ça fait déjà 21 minutes que je parle, c'est beaucoup trop, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Blender. Ciao.